Eh bien, merci à tous d'être venus en ces circonstances un peu particulières et on va essayer de vous relâcher avant le couvre-feu. Je dis ça parce que Jean-Paul Delfino est un garçon qui écrit beaucoup et bien, mais qui parle aussi beaucoup et bien. Et comme on se laisse des fois emporter par sa verve, peut-être qu'à 21 h on sera toujours là. Non, je pense pas. Euh, Bon, on m'a demandé d'être le modérateur de cette rencontre. J'ai toujours trouvé ce terme un peu bizarre parce qu'on n'a pas besoin de modérer les ardeurs des intervenants et notamment de Jean-Paul. Au contraire, on aime bien qu'il s'enflamme un peu. Alors Zola, euh, deux petites choses avant de commencer. J'ai eu la chance, moi, de lire ce livre avant les autres, parce que Jean-Paul, on se connaît depuis pas mal de temps. C'est pour ça qu'on va se tutoyer aussi, parce que ce serait un peu bizarre de se vous voyez même devant vous, alors que bon, on se côtoie depuis pas mal d'années. Et oui, une vingtaine d'années. Et donc, et en lisant le livre de Jean-Paul, ça m'est apparu à la fois une évidence que Jean-Paul Delfino écrive sur Zola, et à la fois quelque chose d'un peu étonnant, parce que c'est aussi quelque chose d'un peu différent. Enfin, dans sa carrière d'écrivain, qui a été d'abord une carrière d'écrivain de polar, ensuite une carrière d'écrivain, j'allais dire tropical, mais c'est vrai, dans les ouvrages, se passe beaucoup au Brésil. Il y a depuis maintenant deux ou trois ouvrages cette tentation d'aller explorer le passé, et notre passé, pour parler un peu aussi du présent. Et finalement, Zola, c'est un passé qui nous est proche à nous ici, Marseillais, parce que comme chacun sait, c'est un homme qui a grandi à Aix-en-Provence, et Jean-Paul étant aussi un Aixois émérite. D'ailleurs, tu vas nous raconter peut-être ça, mais comment t'es venue l'idée? C'est pas finalement un hasard, c'est pas quelque chose de personnel qui t'a conduit à écrire sur Zola. Bonjour à toutes et à tous, puis merci de votre courage de braver le Covid ou la Covid, c'est comme vous voulez. Oui, alors ça, Tommaso sait très bien de quoi je vais parler, c'est-à-dire quand on se met à écrire sur une personnalité, si on est un minimum honnête par rapport au lecteur, par rapport à soi-même, se pose toujours le problème de la légitimité. Et dans le cas de Zola, c'était pas un problème, c'était carrément une montagne. C'est-à-dire entre les bouquins de Troya, de Mitterrand et consorts, tout a été écrit sur Zola, plus ou moins. Donc moi j'ai trouvé un interstice qui en plus m'intéressait sur le plan littéraire. Ce n'est pas une biographie de Zola que j'ai écrite. C'est un livre qui peut se lire sur plusieurs strates. Mais j'ai passé un an et demi à lire toute la presse nationale, régionale, que ce soit presse quotidienne, hebdomadaire, presse mensuelle. Je me suis frappé, parce que ça, il n'y a pas d'autre mot, même les bulletins municipaux. J'ai lu absolument pendant un an et demi, je n'ai pas écrit une ligne. Et un samedi matin, je m'en souviens comme si c'était hier, j'habite en bas du cours Mirabeau à Aix-en-Provence. Et un samedi matin, je me mets à la fenêtre et je me dis, bon, bah, c'est lundi, tu vas enfin maintenant cueillir un peu les fruits de tout ton travail et tu vas te mettre à écrire. Comment tu te sens? Je me parle beaucoup à moi-même, hein, donc j'ai des discussions avec moi-même assez longues. Et là, toujours comme un caillou dans la chaussure, cette légitimité qui je suis, moi, pour écrire sur Zola. Alors, j'ai des raisons personnelles. Je suis d'origine italienne. Contrairement à Zola, moi, je suis resté à Aix, puis après, je suis parti au Brésil, donc j'ai pas fait Rastignac. Je suis pas monté à Paris prêt à tout déchirer. Mais j'ai beaucoup d'affinités avec Émile Zola. Mon grand-père maternel était mineur de fond. Il était dans les Cévennes, à 30 km au nord d'Alès. Il a lu deux livres dans sa vie. Le premier qui ne le quittait jamais, c'était le dictionnaire, et le second, c'était Germinal. Et le jour où, sur son lit de mort, c'était je ne vais pas trop en parler parce que je suis encore très ému, c'était il y a pourtant 40 ans de ça, dans le mouroir de l'hôpital d'Alès, il m'a fait venir près du
Lully et il m'a tendu son exemplaire de Germinal. Et moi qui étais biberonné d'un côté à 11 France Football et de l'autre côté plutôt à San Antonio, là j'ai découvert, ça a été mon premier plongeon dans la littérature, et j'ai retrouvé dans les écrits de Zola ce que j'ai vécu moi quand j'étais petit, quand j'avais 3-4 ans, mais je me souvenais. Par exemple, mon grand-père rentrait de la mine, tout le monde était tout noir, ils étaient tous à vélo. Lui, il était tout blanc parce qu'il était spécialisé dans le traverban. Ce sont ces veines de roche extrêmement dures qui soutiennent le charbon. Il n'y avait pas l'eau, il n'y avait pas l'électricité, il n'y avait pas le tout à l'égout. Il prenait son bain quotidien dans une bassine au milieu de la cour. Donc, pour moi, Zola a représenté l'écrivain qui parlait du peuple, parlait de ce que moi je connaissais. Donc revenons à ce samedi matin où j'ai tout ça dans ma tête. Je me dis, bon, maintenant, il faut arrêter d'avoir peur, il faut y aller. Et je vous jure que c'est vrai, à ce moment-là, il y a un bus qui s'arrête en bas de chez moi et je vois une cinquantaine d'Asiatiques qui se précipite devant la façade de l'immeuble où j'habite et qui mitraille la façade qui n'a strictement rien de rare. Je vous jure, c'est une façade tout à fait anodine. Je me suis dit, bon, ben ces braves gens se sont plantés. Mais quand même, ça me fait un peu tiquer. Le samedi d'après, même cause, mêmes effets. Et puis au bout d'un moment, j'en ai parlé à ma mère, qui est une prof d'anglais à la retraite, qui est hyper active, et qui me dit, bouge pas, je m'en occupe. Donc elle est allée à la mairie, elle est allée à l'office du tourisme, elle est allée au cadastre. Je pense qu'elle a poussé en burn-out ou en dépression nerveuse quelques employés qui n'étaient pas habitués à voir arriver une tornade comme ça. Elle voulait savoir ce qui se passait. Et un jour, je vois ma mère qui revient avec le sourire jusqu'aux oreilles, et elle rentre dans la salle à manger, elle me dit, ta salle à manger, il faut la couper en deux. Je dis, oui, si ça te fait plaisir, mais pourquoi? Et elle me dit, tout le côté gauche, c'est le dernier appartement, la dernière chambre de bonne où Zola a vécu avant de partir à Paris. Donc moi qui étais encore perclus de doute, je me trouvais, en fait c'était un livre sur Zola écrit dans l'appartement de Zola. C'est vraiment quelque chose de très troublant. Et bien évidemment, c'est les cartésiens qui sont dans la salle n'accorderont qu'une importance relative à ce que je viens de raconter. Mais quand on est franco-brésilien comme moi, je vous promets que c'est très très bizarre quand même. On a, toi et moi, des acquaintances avec les rivières souterraines et les champs un peu magnétiques comme ça. Mais alors, justement, la chose intéressante, c'est que c'est un roman. Alors, je vais résumer très vite parce que pour pouvoir après expliquer pourquoi il l'a fait comme ça, le pitcher. C'est un roman qui est hanté par la mort et qui est hanté par la présence de Zola, un genre de fantôme, parce que c'est un roman presque, j'allais dire, d'outre-tombe. Pour ceux qui ne l'ont pas lu ou ceux qui ne savent pas, c'est écrit dessus, hein, les derniers jours d'Émile Zola, c'est même presque moins que les derniers jours, c'est vraiment c'est les dernières heures d'Émile Zola où on découvre petit à petit qu'il voilà, il se passe quelque chose dans son appartement. On va découvrir au fur et à mesure que la cheminée dans laquelle de son appartement parisien tire mal, et donc le réchaud à gaz fuit, et petit à petit une sorte de langueur s'empare de lui, et donc c'est un roman qui est construit en flashback, c'est-à-dire on a des scènes où on le voit petit à petit s'étioler physiquement, même de manière assez crue, et on retrouve quand même l'écrivain de Noir, par moment, il écrivait un peu trash, presque vaudou, qu'est Jean-Paul, et donc on voit cette déchéance qui va le conduire à sa mort, et puis le retour en arrière à chaque fois, il est de plus en plus persuadé que quelqu'un est en train de l'empoisonner par le gaz, et il passe en revue dans sa vie qu'est-ce qui aurait pu causer cet assassinat, finalement, dont il est de plus en plus intimement persuadé au fur et à mesure que le roman se déroule, que c'est le cas. Et donc, du coup, c'est quand même une biographie de Zola, c'est une biographie en flashback, c'est une biographie, un retour sur soi-même, c'est un peu les choses de la vie, de sauter à la mode fin 19e, début 20e. Et donc, il y a cette tension, on sait, un peu à la Colombo, on connaît la fin, on sait que Zola va mourir, mais nous aussi, on veut savoir qui a fait le coup, et est-ce que vraiment il a été assassiné ou pas, parce que la question, enfin, dans le bouquin, il n'y a pas de gros doute. Après, on reviendra sur la théorie officielle et la théorie de Jean-Paul. Mais voilà, on a ce roman un peu hanté. Alors, pour reprendre les choses au début, et puis rester un peu sur Aix,
il y a plein de choses que j'ai appréciées dans le bouquin, mais tu parles donc de cet appartement qui est le tien. Et, ce qui est frappant il y a, on va dire, un gros quart du bouquin parle du Zola aixois, puisqu'il se retourne sur son passé, son père, sa vie à Aix, ses sorties avec Cézanne et ses amis aixois. Et là, pour le coup, je ne sais pas comment dire, mais on sent l'Aixois, enfin, je veux dire, les rues, les portes, tout te parle. Enfin, on sent que tu es dans un décor qui est vraiment familier. Et du coup, Zola prend vraiment vie. On se demande presque si tu l'as pas vraiment rencontré physiquement en marchant dans Aix pendant que tu l'écrivais. Oui, enfin, il s'est passé, mais ça, on en parlera après hors micro si vous voulez, parce qu'il s'est passé des manifestations extrêmement troublantes dans mon appartement. Tant que j'écrivais, le jour où j'ai mis le mot fin, tout ça s'est arrêté. Mais comme je n'ai pas absolument envie de mourir, non pas en place de grève, mais sur le vieux port, sur un bûcher, je garderai ça pour les gens qui veulent entendre. Mais la véritable question que je me suis posée dans ce livre, alors effectivement, ce sont les dernières heures de Zola, très bien, ça c'est l'interstice dans lequel les universitaires, ce sont surtout eux qui ont écrit sur le mystère de la mort de Zola, là-dessus il y avait quand même ce qui nous plaît à nous littérateurs, c'est il y a la zone d'ombre et donc on va essayer de chercher quelle est la réalité. Mais pour moi le fond du livre, et après tu m'as promis qu'on allait parler des véritables assassins, parce que je donne les noms, il n'y a aucune raison de s'en priver. Mais pour moi, le fond de ce livre se situe dans la façon dont Zola est mort. C'est-à-dire, il est mort intoxiqué par des gaz méphytiques, de l'oxyde de carbone, si vous préférez. Je suis allé voir, bien évidemment, des médecins, je me suis fait expliquer comment ça se passait. Et quand on meurt par oxyde de carbone, en fait, il y a deux choses qui sont très inspirante, hélas, pour les littérateurs. La première, c'est que d'abord, on se vide par tous ces orifices, et c'est vrai que Zola, maître du naturalisme, inventeur du naturalisme, finir dans une flaque de déjection, c'est quand même quelque chose de pas très ragoûtant, je suis d'accord avec vous, mais ça accentue encore toute la folie qui a entouré sa mort. Et l'autre chose, c'est que pendant qu'on se vide, et pendant quelques heures, on ne peut plus bouger. On est dans un état quasi de mort clinique, sauf que le cerveau, d'après ce que m'ont dit les spécialistes, continue à fonctionner. Et donc pour moi, c'est là que se situe le nœud du livre, c'est-à-dire toutes et tous tels que nous sommes ici, à un moment donné ou à un autre, qu'on le veuille ou non, il va falloir passer de l'autre côté du miroir. Donc on va mourir, en termes moins poétiques. Et là, la question qui se pose, c'est si nous sommes dans le même état que Zola, à quoi est-ce que nous allons penser pendant ces dernières heures? Alors il y a des réponses évidentes. On va penser à ses enfants, on va penser, si on est Zola, on va penser au Rougon-Macquart, on va penser à l'affaire Dreyfus. Sauf que moi, mon Zola, et c'est là où ça n'est plus uniquement de la recherche journalistique et du journalisme d'investigation très poussé, je vous rappelle, 1 an et demi sans écrire une ligne, moi c'est l'humanité de Zola qui m'a intéressé. Parce qu'au-delà de Zola, grand défenseur de la cause du peuple, grand défenseur du capitaine Dreyfus, ce qui m'a intéressé dans Zola, c'est ce qu'il avait bâti, ce qu'il avait façonné. On ne parle jamais de son père, qui pourtant, juste lui, pourrait mériter un roman. C'était un mec absolument génial. Il était Carbonaro, il a écrit un traité d'architecture, si ma mémoire est bonne. Il a quand même fait en sorte que la ville de Marseille et d'Aix ne meure plus de soif durant l'été, parce qu'il a créé le barrage éponyme, donc le barrage de Zola à Aix-en-Provence. Avant de se marier, il a été avec il est tombé amoureux alors qu'il soignait les lépreux ou les pestiférés, j'ai un doute, en Algérie, avec le grand-père de Giono. Ça aussi, ça s'invente pas. C'est-à-dire, il y a des rivières souterraines là encore. Donc, c'était quelqu'un qui avait vraiment, c'était la figure tutélaire du petit Zola. Et on ne parle jamais de détails. Évidemment, sur le plan littéraire, ce sont des détails, mais Zola zozotait. Zola était myope, il ne voyait pas à 3 mètres. Zola était tout sauf un peu comme le capitaine Dreyfus. On l'a souvent dépeint comme le héros arrivant de l'île du diable, bronzé, tatoué jusqu'aux yeux, etc. Pas du tout. Clémenceau disait du capitaine Dreyfus qu'il avait à peu près l'envergure d'un marchand de crayons, ce qui à l'époque était quand même extrêmement médisant. Donc moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de parler des premières amours de Zola, c'est-à-dire ses premières sylphides à qui il n'osait pas adresser la parole,
c'est parler de cette nuit quand il est arrivé à Paris, mais peut-être je vais trop vite. Non, il y a le côté aixois aussi, où il a un peu le souffre-douleur à l'école aussi, parce que, comme tu dis, c'est le petit à lunettes et il a du mal à se faire des amis. Après, il va y en avoir des célèbres, mais il y a tout cet aspect de l'enfance de Zola que j'ai trouvé justement très touchant, et cette humanité que tu lui donnes est intéressante, mais conclue. Oui, non, mais cette humanité, justement, donc pour ceux qui l'ignoreraient, Zola arrive à Aix-en-Provence, il a 3 ans. Son père et sa mère s'installent dans une demeure assez coquette et le père parvient finalement à monter une société anonyme qui va permettre de construire le barrage Zola. Donc le train de vie des Zola va monter mais avec une vitesse et une puissance énorme. Et là où ça m'intéresse, c'est qu'à un moment donné, le père, hélas, est mort à Marseille, à quelques rues de là, d'une fluxion de poitrine qu'il a attrapé dans le vallon des Infernés alors qu'il venait de donner non pas les premiers coups de pioche. Lui, il avait le chapeau claque, il avait le costume. Non, il commandait, parce que d'ailleurs, il a retrouvé le grand-père de Giono pour faire les travaux. Et donc, il a attrapé une fluxion de poitrine, il est venu mourir à Aix. Et c'est là où moi, qui ai aussi des petits comptes à régler avec Aix-en-Provence, que j'adore, mais qui est d'une bourgeoisie absolument insupportable, j'ai vu et j'ai retrouvé tout ce qu'ils ont fait subir au petit Émile Zola, mais aussi à la mère d'Émile Zola, qui a fini à peu près folle. Et donc là aussi, j'avais peut-être des comptes à régler. Et tout ça pour dire que oui, Zola est monté très haut, et à partir du moment où le père a disparu, tout le monde s'est dit à Aix-en-Provence, comme à Paris, comme à Marseille, on ne peut pas laisser une femme qui a eu le mauvais goût d'épouser un migrant, parce que je vous rappelle qu'on est au milieu du 19e, et que Zola n'est qu'un migrant. Il ne pourra acquérir la nationalité française qu'à l'âge de 17 ans à sa propre demande. Et donc, la proie est trop belle pour tous ceux qui veulent gagner de l'argent, donc ils vont faire mille misères, la bourgeoisie aixoise va faire mille misères à la mère de Zola, et le petit Émile va plonger. Donc il va devenir, ce qui à l'époque était une honte, va devenir boursier. Et donc il se retrouve au collège Bourbon, qui est maintenant le collège minier, à 2 pas de chez moi. Donc bien évidemment, je crois qu'ils vont déménager 16 ou 17 fois, et à chaque fois, ils tombent de Caribansilla, et ils vont terminer donc dans la chambre de bonne où j'habite aujourd'hui. Sauf que moi, j'ai récupéré, il doit y avoir 6 chambres de bonne, c'est un appartement, c'est très classe. C'est dans le quartier Mazarin, qui est le quartier, on ne peut pas planter un clou sans demander aux architectes du patrimoine. Sauf que j'habite au tout début, et c'est là où vivaient les esclaves, non, les serviteurs des hôtels particuliers qui, eux, ont des façades monumentales. Et donc mon petit Zola, lui, il va passer de la lumière à l'ombre la plus absolue. Et un jour, au Collège Bourbon, bien évidemment, une fois de plus, il est en train de se faire casser la gueule, et arrive à ce moment-là une espèce de grand gaillard avec les cheveux hirsutes qui s'appelle Paul Cézanne. Et Paul Cézanne va mettre 2 droites et un coup de tête, et il va prendre le petit Zola, je vais au plus vite, sinon on en a pour des heures, il va le prendre sous son aile, avec Solari, ils sont 4 ou 5 à faire ça, et ils vont vivre ce que François, Thomaso et j'espère beaucoup d'entre vous ici et moi-même avons vécu, c'est-à-dire quand on a 10, 12, 14, 16 ans, on s'imagine un avenir, on s'imagine un futur. Et donc Zola, lui, ne se voyait que poète, c'était poète ou mourir. Cézanne se voyait peintre, mais peintre glorieux et riche, ce qu'il n'est jamais devenu. Ça fera partie peut-être de la suite de l'intervention. Et donc, moi, c'est cet Aix-en-Provence-là que j'ai voulu raconter. Raconter les 2G, d'accord, 3 minutes, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le quartier où vivait Zola. Donc, en bas du cours, à l'époque, ce qu'on appelle aujourd'hui les boulevards extérieurs, pour ceux qui connaissent Aix, était entouré effectivement par des murailles. Et comme la ville d'Aix-en-Provence est en pente, toutes les eaux usées se retrouvaient sous mes fenêtres. Et d'ailleurs, mes fenêtres étaient quasiment aveugles parce que 3 mètres plus loin, il y avait des murailles noires, grises. Et j'ai la sensation que c'est cette jeunesse qui a été fondamentale et fondatrice dans toute l'œuvre de Zola. Alors, on passera après au nœud du problème, comme tu l'as dit, et à ceux qui ont pu vouloir assassiner Zola. Mais on va quand même, parce que c'est intéressant, cet aspect biographique, il existe, et tu proposes par ce biais une biographie un peu différente. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est que c'est tout sauf une agiographie, c'est-à-dire que
peut-être parce que justement il est en train de mourir dans ses déjections, mais tu montres un Zola intime et qui donc fait lui-même la part des choses entre ce qu'il a de bon et ce qu'il a de mauvais. Et cette enfance malheureuse, cette enfance difficile, lui a donné une soif de revanche phénoménale. C'est un homme que tu décris avec un ego, mais absolument inimaginable. C'est vrai, il comprend pas pourquoi les gens réussissent mieux que lui, pourquoi il n'est pas rentré à l'Académie française après avoir tenté l'affaire 10, 15, 20 fois. 19 fois. 19 fois, voilà. J'ai eu le vice, en tant qu'ancien journaliste, d'aller voir qui avait été élu à la place de Zola. L'histoire littéraire n'en a retenu à peu près aucun. C'est ça. Et donc ce qui est intéressant, c'est que il fait de lui-même, par ta plume, un portrait qui n'est pas extrêmement flatteur, ambitieux, un peu jaloux, intriguant, en même temps plein de convictions fortes qu'il défend avec. Il est courageux, c'est un garçon qui est extrêmement courageux, mais à côté de ça, bon, sa vie privée aussi elle laisse beaucoup à désirer. En tout cas, on peut en parler. Il est marié avec une forte femme qui s'occupe à peu près de toute son intendance et le fait avec dévotion et beaucoup de personnalité. Mais bien évidemment, depuis longtemps, c'est un mariage bourgeois. Ils n'ont plus de relation, amoureuse. Il traitait Alexandrine de cigale inféconde. Voilà, c'est ça. Donc, ils ont un rapport, on va dire, économique et personnel assez particulier. Tu sous-entends à un moment donné que peut-être il la trompe. Enfin, en tout cas, Zola le craint, alors que lui ne se prive pas. Il a plus ou moins, pas épousé, mais il a engrossé sa bonne, et il lui a fait 2 enfants. Il vit donc il l'entretient. Bref, il a une vie assez particulière. Donc, comme c'est Zola, ce qui est intéressant, c'est comme c'est Zola qui parle de lui-même et qui pense à lui-même, tu caches rien du bien comme du mauvais, du côté sombre comme du côté glorieux. Ceci dit, c'est Zola qui parle, sauf que je n'emploie pas une seule fois la première personne du singulier. Ça, c'est un choix. Ça doit être mon 20 ou 25e roman. Je n'ai jamais écrit à la première personne du singulier. Ça viendra avec la vieillesse et la connerie, je n'en doute pas. Mais j'ai encore peut-être un peu de marge. Et donc, pour répondre à ta question, moi, ce qui m'a fasciné, c'est justement ces histoires de monter très haut, redescendre très bas et trouver la force de la rédemption et de revenir au sommet. Et là, je dois avouer qu'à mon avis, Alexandrine, si elle n'avait pas existé, Zola ne serait peut-être pas devenu le Zola tel qu'il est. Et là, d'ailleurs, je vais rentrer dans une petite parenthèse sur les rapports Paul Cézanne et Émile Zola. Quand on lit la presse ou quand on écoute des professeurs très respectueux, honorables et dignes, généralement, on dit Zola, Cézanne étaient très copains. Zola a commis une erreur, il a écrit un tome des Rougon-Macquart qui s'appelle L'œuvre, et à cause de l'œuvre, où Cézanne s'est reconnu, leurs rapports se sont détériorés. Je dirais c'est un peu court, jeune homme. C'est-à-dire qu'il y a ça, bien évidemment, c'est une possibilité. Mais il y a beaucoup d'autres raisons qui, moi, m'intéressent parce qu'elles disent beaucoup de l'homme, mais elles disent beaucoup de l'époque aussi. L'une des premières raisons, c'est que Zola a toujours eu énormément plus de succès que Cézanne. Ça, c'est une certitude, et Cézanne en a souffert. Zola a pu compter sur l'appui de sa mère qui écrivait, réécrivait tous les manuscrits, réécrivait de façon calligraphique, elle ne faisait pas de correction, tandis que Cézanne, lui, a dû se cacher de son père et de sa mère pour pouvoir continuer à peindre. Zola était un fils de migrant, alors que Cézanne était quand même un fils de banquier qui avait pignon sur rue, notamment sur le cours Mirabeau. Autre raison de la brouille entre les deux, qui pour moi ont vécu une histoire d'amour contrariée, Cézanne et Zola, mais c'est une véritable histoire d'amour. Autre raison, c'est qu'un jour, Cézanne vient à Paris pour le salon des indépendants ou des refusés, je ne sais plus, et donc il emmène avec lui Zola, qui est quand même un grand timide, il l'emmène dans tous ces lieux de bohème, hein, où il aime à rencontrer d'autres peintres, des sculpteurs et des gens qui sont un peu à la marge de la société. Et là, il lui présente Alexandrine. Alors, Alexandrine, petite vendeuse de fleurs de la place de Clichy, on me l'a vendue à moi aussi, donc j'en parle un peu, mais elle était, disons qu'elle avait la jambe facile, et à l'époque, ça n'était pas notre époque de bien-pensance actuelle où rien ne doit dépasser. À l'époque, on pouvait être modèle pour un peintre et éventuellement se faire des petits bisous, une gâterie derrière,
faire, ça ne gâchait rien, c'était accepté. Donc Cézanne aurait couché avec Alexandrine, ça je n'en parle pas parce que ce qui se passe dans le lit, d'ailleurs c'est un adage du journalisme, le journalisme s'arrête à l'entrée de la chambre à coucher. Je n'en parle pas de la même façon que je ne parle pas de quelque chose qui pourrait passionner, je pense, des psychiatres ou des psychanalystes. C'est que Zola, à l'époque, a 6 ou 7 ans, et j'ai retrouvé dans les archives une main courante qui a été faite par le père de Zola, parce qu'il a subi des attouchements sexuels avec un jeune serviteur arabe qu'ils avaient embauché à la maison. Ça, j'en dis, mais moins d'une ligne. Il doit y avoir 2/3 de ligne, parce que ça encore, d'abord, ça ne m'intéresse pas. Ensuite, ça fait partie vraiment de la vie privée. Et enfin, il faut avoir des visées psychanalytiques pour en parler plus complètement. Donc, oui, non, c'était le côté justement, voilà, du Zola intime, du Zola dans toute sa crudité, avec ses bons, ses mauvais côtés, ses fantômes, son côté un peu. Oui. Et puis son ambition, moi que ça m'a frappé, son ambition extrême qui finalement puise sa source dans cette jeunesse un peu particulière. Oui, puis elle a été nourrie avec Alexandrine, parce que l'histoire d'Alexandrine est très simple, enfin très simple, elle est dramatique, comme beaucoup d'histoires, j'allais dire à l'époque, mais aujourd'hui, tous dans notre entourage, on a des gens qui ont des parcours de vie cassés et cabossés, et Alexandrine, elle ne désire qu'une chose au monde, c'est sortir de sa condition. Et ça, c'est un thème que j'affectionne, que j'ai déjà traité dans Corcovado, notamment, un de mes premiers romans. Et donc Alexandrine, à partir du moment où elle rencontre Zola, elle veut sortir non seulement de sa condition, mais de ses fantômes. Elle a été fille-mère, ce qui à l'époque était d'une violence absolue, parce que la fille-mère était considérée comme une prostituée, l'enfant était un bâtard. Donc dès qu'elle a eu son enfant, elle l'a amené à l'assistance publique, et Paul Alexis, qui est venu sur le tard, qui est devenu l'un des secrétaires particuliers préférés de Zola, raconte qu'Alexandrine, même 20-30 ans après, chaque fois qu'elle marchait dans les rues de Paris, elle regardait les jeunes femmes qui pouvaient éventuellement avoir l'âge de sa fille, et elle-même n'a plus jamais enfanté derrière. Donc, tout ceci pour nous dire que ça forme un attelage formidable, c'est-à-dire ce petit Italien qui est devenu français, qui a connu la misère la plus absolue, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on ne sait plus aujourd'hui, mais il a connu une misère terrible. Il ne rêve que d'une chose, c'est de toucher les étoiles. À côté, on a Alexandrine qui, elle, vient carrément du peuple, et qui sait que si elle n'épouse pas la bonne personne, elle ne pourra pas monter, elle non plus, jusqu'aux étoiles. Et donc, évidemment, ça a commencé à poser un problème quand ils se sont mariés, parce qu'ils faisaient ménage à 4. Il y avait Zola, il y avait Alexandrine, mais il y avait la mère de Zola qui était là, et il y avait la littérature. Et donc, en fouillant encore une fois dans les notes, les journaux et le reste, j'ai trouvé un détail qui en dit long, c'est-à-dire que Zola, alors qu'il commençait à peine à être connu, pour pouvoir écrire tranquillement les Rougon-Macquart, était obligé de s'entourer la tête avec une serviette de bain trempée dans l'eau, tellement les cris, les hurlements des deux femmes, mais qui se détestaient avec une violence absolue, l'empêchaient d'écrire. Et c'est vraiment ça, c'est un peu, excusez-moi pour les grands lettrés qui sont sans doute là, mais pour moi c'est Rocky Balboa, Rocky 1, hein, après ça vaut pas la peine, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire ils sont arrivés tous les deux en se tenant les coudes à sortir de la difficulté, et ils ont commencé à tutoyer les étoiles. Et ça, c'est une merveilleuse histoire d'amour. Alors, chose intéressante, c'est qu'ils se retrouvent ensemble dans cette dernière galère que tu décris, puisque pendant cette intoxication par le gaz ou par la cheminée, par l'oxyde de carbone, Alexandrine est à ses côtés et il la regarde, et elle est encore un peu son cap, puisqu'il se dit mais elle a l'air d'aller bien, qu'est-ce qui se passe, pourquoi moi je vais pas bien? Et d'ailleurs dans la réalité elle n'est pas morte, et lui oui. Donc ça voilà ce qui posait question également, et donc au fur et à mesure du bouquin où il s'interroge sur qui peut bien vouloir l'empoisonner, il soupçonne Alexandrine, il soupçonne tout le monde d'ailleurs, il soupçonne justement la petite bonne dont il a deux enfants, il soupçonne donc ses mœurs personnelles, et puis bien évidemment il soupçonne ses ennemis. Alors
On va y arriver tout doucettement, mais sûrement. Nous, on n'a pas des doutes très longtemps parce que Jean-Paul a pris la décision de nous faire comme dans Colombo, de nous dire assez vite que, donc en parallèle de ce qui est en train de se raconter, donc on a l'évolution de l'agonie de Zola, on a ces flashbacks sur son passé où il s'interroge sur qui peut lui vouloir du mal, et à côté de ça, on voit, nous, le lecteur, ce que ne voit pas Zola, bien évidemment, on voit à l'œuvre toute la machination qui a été ourdie pour l'estourbir. Alors, qui sont ces gens? Et c'est là où il y a un petit côté extrêmement intéressant, et alors qui dépasse la personne de Zola, même si elle est cristallisée par ça. Ce qu'on découvre aussi, c'est la haine viscéral et le symbole que représentait Zola. Il était dans l'esprit d'un certain nombre de gens presque un pornographe ou enfin, il était d'avoir pris parti comme il l'a fait pour le peuple et plus particulièrement par la suite aussi pour le capitaine Dreyfus, a fait de lui, pour une certaine frange de la société, un homme à abattre. Et là, on découvre la violence du monde. Alors, on a coutume de dire aujourd'hui que la vie politique française est violente, que les bonnes mœurs sont parfois dépassées, etc., etc. Quand on voit la violence des débats politiques à l'époque de Zola, on peut dire que c'est des enfants de cœur. Donc, qui sont ces gens, Jean-Paul? Alors oui, c'est sûr que même Zemmour ferait penser à l'époque à, je sais pas, à un sacristain du couvent des oiseaux, quoi. Vous pouvez pas vous imaginer la violence qu'il y avait à l'époque, qui pour moi se rapproche aujourd'hui. Il faut remettre les choses dans leur contexte. On vient de décréter, les pouvoirs en place viennent de décréter la liberté de la presse, mais on ne sait pas comment encadrer la presse. Nous, en France, depuis quelques années, on a les réseaux sociaux et c'est exactement le même torrent d'égout et de dégoût qui gicle à la page de chaque journal, comme sur les sites, les réseaux sociaux, où vraiment chacun se lâche et il n'y a pas encore de règles. Donc pour vous donner une idée du niveau, parce que là aussi, si j'avais voulu me servir de Zola plutôt que d'essayer très modestement de le servir, j'aurais pu faire un bouquin de 800 pages et multiplier les exemples comme celui que je vais vous donner. Donc c'était, je ne sais plus dans quel journal, mais c'est l'équivalent du Figaro. Ça va me revenir au fur et à mesure que je vais en parler. Bref, pour vous donner un niveau, une idée du niveau de langage qui est utilisé à l'époque, on est donc en 1900, tout début 1900, 1901, 1902. Dreyfus et Gracier. Et donc, il y a un tollé général dans l'extrême droite française. Et je rappelle, parce que je vais en parler tout à l'heure, qu'environ, d'après les sources que j'ai pu avoir, 80% des Français, à l'époque, sont antisémites, des Françaises et des Français. Donc, le journaliste écrit, je vous le cite de mémoire, mais c'est en dessous de la réalité, il dit... Il faudrait attraper toutes ces canailles, bien évidemment, de juifs qui ont été membres du jury. Il faudrait les attacher à des poteaux d'exécution. Avec des ciseaux de couturière, il faudrait leur découper les paupières, faire sauter les globes oculaires, mettre des araignées venimeuses à l'intérieur, les reboucher avec des coquilles de noix jusqu'à ce que toute la cervelle de cette juiverie internationale qui pollue la France, blablabla, blablabla. Voilà où on en était à l'époque. Donc ça, effectivement, pour moi, ça a été un moteur formidable. Donc, pour vous donner une idée de la France de l'époque, on a d'un côté une France pépère qui n'est pas pour la révolution, qui est vraiment une France laborieuse, une France tranquille. Et là-dessous, on a, ou à côté plutôt, on a cette espèce de faction qui a été regroupée par Drummond. Donc Drummond, journaliste, rédacteur en chef, créateur de journaux, auteur, Édouard Drummond, de La France juive. Donc là, je dois vous avouer que j'ai, par acquis de conscience, j'ai lu les 1200 pages de La France juive de Drummond. C'est presque avec une bassine à côté, parce que c'est vraiment mais d'une ignominie mais totale. Et je précise, je ne suis pas juif, parce que oui, ça aussi, c'est dès que mon bouquin est sorti, j'ai commencé à recevoir ou des réflexions, ou des lettres anonymes. Le petit Delphino a tout compris, il est vendu aux juifs, parce qu'il sait que c'est les juifs qui ont les prix littéraires, c'est les juifs qui ont la presse, c'est les juifs qui ont les banques, donc j'ai du mal me vendre, parce que j'ai pas touché de chèque, j'ai pas touché de prix, donc je sais pas d'où ça vient, mais on n'a pas beaucoup bougé depuis ce moment-là, et donc moi, effectivement, ce qui m'a intéressé, ça a été de
connaître, de toucher du doigt quel était l'état de la France à cette époque, parce qu'en connaissant cette période-là, je pense qu'on peut mieux comprendre notre présent et éventuellement envisager le futur. Donc c'est absolument pas un bouquin de donneur de leçons que j'ai mis en place, simplement j'ai rappelé quelques faits, j'ai rappelé comment l'antisémitisme qui sévit depuis, j'allais dire, le haut Moyen-Âge, mais même bien avant, comment il s'est enraciné au tout début du 19e, notamment dans tout le Maghreb, en Algérie, les frères Régis, par exemple, sont très connus. Comment on se battait à l'époque dans les manifestations. Aujourd'hui, les gilets jaunes, c'est vrai que ça fait très peur de voir les flashballs avec des yeux qui sautent, et je suis le premier à dire que c'est un scandale. Mais comparé à ce qui se passait à l'époque, c'était des tueurs qui allaient dans les manifestations. C'est-à-dire, ils avaient ce qu'on appelle ils appelaient ça les cannes à juifs. Ce sont des cannes dont le pommeau pesait à minima 3 kilos. Et donc, il y avait beaucoup de morts à l'époque. Donc, c'est toute cette violence que j'ai essayé. La construction dramatique de mon livre est très simple. Vous avez un arc en ciel, je dirais, très solaire, où Zola est en train de mourir, certes, mais il se rappelle des bons moments, des moments intimes qu'il a vécu, et un chapitre alterné avec l'autre arc dramatique, donc les deux se rejoignent à la fin, où on voit comment, de façon extrêmement mathématique, la mort de Zola a été décidée. Je dis par qui, je dis comment, et surtout, j'essaye de poser des questions qui peuvent être, en tout cas je l'espère, pertinentes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on comprend tout à fait les ressorts, j'allais dire, historiques de l'extrême droite française, qui par certains côtés perdurent aujourd'hui. L'héritage de cette époque est encore pas majoritaire dans l'extrême droite française, mais est encore bien vivant. Et à cette époque-là, ça va culminer tout ça en 1934 avec les fameuses émeutes à Paris. Mais dès cette époque, Drummond, quel est le but de Drummond? Pourquoi il veut assassiner Zola? Il le dit lui-même, il pense que ça va déclencher un genre d'électrochoc qui va permettre d'une insurrection qui va le conduire, lui et ses amis, au pouvoir. Il y a d'emblée dans cette extrême droite conquérante antisémite de catholique extrêmement viscérale l'envie de renverser la République et de prendre le pouvoir. Il y a un côté insurrectionnel qui va durer dans l'histoire de l'extrême droite française, on va dire pratiquement jusqu'au pétainisme et même au-delà. Et donc c'est très intéressant parce qu'on a là la genèse finalement d'un mode de pensée politique qui a encore malheureusement des... Je parlais tout à l'heure de Zemmour, mais il y a encore des relents aujourd'hui de cette époque-là, et on est un peu aux racines du mal, si j'ose dire. Et voilà, moi, ça m'a, connaissant pourtant assez bien l'histoire, il y a des moments, des réunions comme ça. Ce sont des partis qui ont pignon sur rue. Ils ont les endroits où ils se réunissent, où ils vocifèrent contre les juifs, contre les républicains vendus, contre la gauche, entre guillemets, contre des gens comme Jaurès et autres, bien évidemment. Et ces gens-là ont confiance en eux. Ils pensent avoir le droit de leur côté, et ils fomentent des complots comme celui-là avec la certitude de leur bon droit. Alors, et avec la bénédiction de l'Église. Parce que ça, il y a un personnage que l'histoire de France a oublié, c'est le père du Lac. Alors le père du Lac, ça, quand on est journaliste, c'est une tragédie parce qu'on ne peut pas l'utiliser. On a très peu de choses sur lui, mais quand on est un littérateur, c'est-à-dire on bénéficie de ce qu'on appelle la licence littéraire qui nous permet, avec un faisceau de présomption le plus fourni possible, de dire tout haut ce que les universitaires pensent pour certains, mais ne peuvent pas dire et ne peuvent pas affirmer. Et le père du Lac, c'était quelqu'un... il avait par exemple l'annuaire de l'armée française sur sa table de nuit. Et c'est lui qui décidait de qui passait officier, qui passait général. C'était lui qui faisait et défaisait les grades dans l'armée française. Et donc, on ne peut pas ne pas faire le lien avec, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'affaire Dreyfus, mais avec Esterhazy, on ne peut pas ne pas faire le lien avec tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Et donc, le père du Lac, lui, était là pour à la fois faire rentrer l'argent, parce que tous ces partis avaient besoin de monnaie, vraiment, sonnante et trébuchante. Donc il était en lien avec le comte d'Orléans ou le duc d'Orléans, je ne sais plus. Donc il était là pour faire... C'était une tête pensante formidable. Alors après, il est allé se faire oublier comme missionnaire au Vietnam. Ça, c'est les seules traces que j'ai pu retrouver. Mais c'est quelqu'un dont on n'a même pas une photographie. C'était un homme de l'ombre et c'est lui qui a été le mentor d'Édouard Drummond. Et ça, c'est absolument formidable quand on écrit un roman basé sur la réalité, parce que cet homme-là tirait vraiment les ficelles dans l'ombre.
Et l'objectif, tu l'as très bien dit, c'était de renverser la République. Il était persuadé que si Zola était assassiné, ça allait pouvoir enflammer à nouveau et réouvrir le dossier de l'affaire Dreyfus. Parce que là, aujourd'hui, on se dit, oui, l'affaire Dreyfus, ah oui, ça a divisé la France. C'était pire que ça. L'affaire Dreyfus, il y a des fils qui ont assassiné leur père, des pères qui ont assassiné leurs enfants parce qu'ils n'étaient pas d'accord. C'était plus qu'une différence d'opinion, c'était un schisme à l'intérieur même des familles. Et donc, effectivement, quand on tombe sur ce genre d'informations, on ne peut que plonger. Et à moins que tu veuilles me relancer sur Buron-Fosse. Oui, alors justement, j'ai la question, c'était la question logique qui s'en suivait. La thèse officielle, si tu prends une page Wikipédia sur Zola et que tu lis le chapitre consacré à sa mort, les historiens entre guillemets officiels, les biographes consacrés de Zola n'accréditent pas la thèse de l'assassinat. C'est une thèse que toi tu as choisi de faire pour des raisons de conviction, tu penses que c'est vrai, ou pour des raisons romanesques. Et au-delà de ça, comment les choses se passent. Donc je résume très vite. Drummond et ses amis profitent comment on appelle ça, un fumiste, comment on appelle, un ramoneur, voilà, d'un ramoneur acquis à leur cause, que s'appelle Buron-Fosse, qui leur dit, moi, j'ai tout à fait les moyens de faire, voilà, d'empoisonner, d'intoxiquer Émile Zola. Bon, ce personnage est fictif, tu l'as inventé, et une fois de plus, qu'est-ce qui te permet de penser que c'est la vraie solution? Il a existé, et c'est là où ça devient dangereux d'ailleurs pour les littérateurs, parce qu'on est tenté très vite d'abandonner le stylo de l'écrivain pour prendre celui du journaliste. Moi, j'ai essayé de tenir bon, mais je peux vous jurer, vous pouvez prendre n'importe quelle information dans ce livre, il n'y a aucune invention, j'ai tout vérifié, j'ai vérifié toutes les sources. Qu'est-ce qu'on sait de la mort de Zola? La mort de Zola, c'est relativement simple. On est, thèse officielle, Zola est mort empoisonné par une cheminée bouchée. Ok, pourquoi pas, donc je lis ça, je me dis d'accord, pas de problème. Et puis on arrive en 1953 et il y a un journaliste dont le nom va me revenir, c'est pas grave. Il y a un journaliste qui est sur le quai d'une gare et qui, c'est entre chien et loup, donc il fait plus vraiment jour, il fait pas encore nuit, et ce journaliste se fait aborder, donc il est du côté de Courcelles, dans la banlieue de Paris, par un vieux monsieur qui lui aussi attend son train, et donc ils se mettent à parler, je suppose, de la pluie et du beau temps, jusqu'au moment où ce monsieur apprend que son nouvel ami est journaliste, et donc il commence à parler de Zola, donc le journaliste adore Zola, et tout à trac, ce vieux monsieur lui dit... on n'appelait pas ça un scoop, mais une nouvelle, j'ai une information pour vous qui devrait vous intéresser, je sais qui a tué Émile Zola. Donc dans la même phrase, il remet en question la thèse de l'accident, et en plus il est prêt à donner un nom. Et donc, ce journaliste lui dit « Vous m'intéressez, qu'est-ce qu'il en est ?» Et ce vieux monsieur raconte une partie de sa vie. Il dit « Voilà, j'ai été pharmacien pendant des années. J'ai milité pour l'extrême droite antisémite sous les ordres de Drummond. Et j'ai été en contact avec un monsieur qui s'appelait Henri Buron-Fosse. » Donc ça, c'est un nom qui est vérifiable. Et donc, évidemment, je suis allé faire des recherches et j'ai trouvé qui était Henri Buron-Fosse. Henri Buron-Fosse était, je dirais aujourd'hui, un monsieur un peu bas du front, c'est-à-dire qui réfléchissait pas trop, qui était fumiste, petit artisan fumiste, mais qui, bizarrement, après la mort de Zola par accident, a passé des contrats faramineux avec l'armée et s'est enrichi d'une façon étonnante. Donc cet Henri Buron-Fosse, qui était un militant antisémite et ultra-droite, son haut fait d'armes à l'époque, c'était de se vanter, en tout cas, ça, j'ai pas pu vérifier l'information, mais il disait à qui voulait l'entendre qu'il avait acheté le poteau d'exécution de Mata Hari, qu'il l'avait planté dans la cave de sa société, enfin, son petit atelier, et il y accrochait des photos de juifs et il se faisait la main avec un pistolet pour tirer sur les juifs. Donc, notre pharmacien raconte ça à notre journaliste. Et donc le journaliste s'arrête à ça. Il était journaliste à Libération, pas le Libé qu'on a aujourd'hui, mais le Libération qui a survécu un peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et le journaliste a pensé, il a eu raison, avoir terminé son travail. Sauf que moi, ça ne me suffit pas.
Évidemment, je suis quelqu'un d'un peu exigeant, donc j'ai voulu savoir qui avait armé le bras de Henri Buron-Fosse. Il ne peut pas avoir fait le coup tout seul, pour une raison très simple, c'est tout d'abord que si vous allez, parce que j'y suis allé, sur le toit du 21 bis de la rue de Bruxelles où habitait Émile Zola, certaines cheminées ont été détruites, mais il en restait quand même pas mal. Donc à l'époque, ça devait être une véritable forêt de cheminées. Comment deviner, surtout à l'époque, on n'est pas loin de l'été, comment deviner quelle était la cheminée qui desservait directement la chambre des époux Zola? Il a fallu qu'il ait une aide, il a fallu qu'on l'aide de l'intérieur. Donc c'est vraiment le symbole est bon, c'est vous tirez un petit bout de ficelle, vous vous dites je vais avoir la réponse à la question, et derrière vous continuez à dévider, et là on se rend compte que il y avait sa cuisinière de Zola, il y avait celui qui tirait le fiacre, son cocher, il y avait l'homme à tout faire, et donc j'ai commencé à faire des recherches sur ces gens-là aussi. Et bizarrement, on trouve énormément de points communs dans leur trajectoire, leur goût politique. Après ça, d'autres questions sont venues, mais c'est juste d'une logique hallucinante. Zola meurt. Ok. Jamais, sans doute, dans toute l'histoire de la police française, une enquête n'a été menée aussi vite pour un personnage aussi important. Personne ne s'est demandé comment Alexandrine avait survécu et pourquoi, lui, Zola, était mort. Ça, c'est une question qui reste en suspens. On pourra en parler après si vous voulez. Mais pourquoi Alexandrine n'a pas relancé la machine judiciaire? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Pourquoi Laborie, qui a été l'avocat de Zola pendant le procès Dreyfus et après, parce qu'on a fait des procès à Zola où il a tout perdu d'ailleurs, hein, il a perdu tout l'argent qu'il avait. Pourquoi Laborie lui-même n'a pas ressaisi la justice et n'a pas demandé à ce qu'on fasse des investigations plus poussées? Parce que quel a été le rendu de la première salve d'investigation par la police? C'est à mourir de rire. C'est vraisemblablement, de mémoire encore une fois, un bout de suie qui s'est détaché et qui a obstrué le conduit de la cheminée. Pourquoi pas, sauf qu'ils disent, et ceci s'explique assez parfaitement, parce que la rue qui passe devant le 21 bis rue de Bruxelles, la rue était pavée, et donc les chevaux et les voitures à chevaux émettaient suffisamment de trépidation pour faire en sorte que le bouchon de suie se détache. Le seul problème, c'est que quand on rentre à l'intérieur du 21 bis rue de Bruxelles, on se rend compte qu'elle ne donne pas sur la rue de Bruxelles, mais qu'elle le donne de l'autre côté. Donc l'explication des trépidations ne convient absolument pas. Et donc c'est tout ça, j'aurais 1000 anecdotes à raconter ici, mais moi c'est tout ça qui m'a poussé à atterrir, et je vous jure, je suis un grand émotif, tu me connais depuis 20 ans, mais je vous jure que quand j'ai touché à la fin, non pas dans l'écriture, mais dans la maturation du livre, quel était le point, s'il y a un point important dans ces pages, le point important pour moi, il est terrible. C'est-à-dire que Zola, à l'époque, est l'auteur le plus vendu au monde, le plus lu au monde et le plus adoré par la classe ouvrière, par beaucoup de gens. Et pourtant, il se retrouve dans son lit d'agonie silencieuse, parce qu'une fois qu'il s'est vidé, il ne peut plus bouger, et il se rend compte lui-même, en tout cas c'est comme ça que j'ai imaginé mon Zola, il se rend compte d'une vérité hallucinante. Tout le monde avait intérêt à ce que l'assassinat de Zola soit maquillé en accident domestique. Et quand je dis tout le monde, c'est mis à part sauf Drummond, bien évidemment, qui lui aurait aimé faire un feu d'artifice avec ça. Mais si on prend Clémenceau, si on prend Laborie, si on prend les proches de Zola, si on prend Dreyfus, on pourra parler du capitaine Dreyfus, ou même le frère de Dreyfus, si on prend Kouchner, tout le monde, à un moment donné, mais de façon tacite, façon Chabrol dans les films où ça se passe en province, il y a un secret familial à garder. Tout le monde s'est dit à ce moment-là, si on dit que Zola a été assassiné et si on donne les noms de ceux qui ont armé le bras de Buron-Fosse, encore une fois, on va réouvrir cette plaie béante qui a fait souffrir pendant une bonne douzaine d'années toute la France et la République ne s'en relèvera pas. Donc sur le tombeau de Zola, on a colmaté ce qui aurait pu faire éclater en 1000 morceaux une République déjà défaillante. Alors, il y a l'ultime question qui est importante quand on finit le bouquin. Zola est mort en 1902. Le bouquin il est paru en 2019. C'est le même chiffre, c'est les mêmes chiffres dans le désordre. Donc, c'est un génie. C'est pour ça que c'est mon ami.
Tout ça pour dire que, tu vois, rien que la numérologie nous montre que ce livre, finalement, est un livre actuel. Quelles sont les leçons? Alors, c'est bien sûr au lecteur de répondre à ça, mais je pense que tu avais quand même une idée derrière la tête. Quelles sont les leçons de 1902 qui sont encore valables et importantes en 2019, quand le livre est sorti, et aujourd'hui, en 2020? Bah, les leçons, je ne sais rien, mais si ce livre a une utilité quelconque, c'est justement de faire ce que François et moi on aime bien, c'est-à-dire de temps en temps, quand on est provoqué par une injustice, c'est soulever le tapis de l'histoire officielle, parce que l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs, jamais par les vaincus, ça c'est un grand classique, et d'essayer de voir non seulement quelle est la poussière qu'on a mise dessous, mais pourquoi on l'a mise dessous et qui l'a mise dessous. Maintenant, de façon plus générale, je voudrais juste dire que j'ai retrouvé des souffrances communes entre le 19e français et notre période contemporaine. Je parlais de migrants tout à l'heure. Ça, effectivement, il y avait une haine de l'italien, et même nous qui ne sommes pas des vieillards cacochimes, mais on n'est pas des perdreaux de l'année non plus. Moi, je me souviens, dans la cour d'école, j'ai passé mes 13 premières années de ma vie à Berletan, donc pas loin d'ici. J'étais le sale Babi, le sale Rital, etc., etc. Et puis, les Arabes avaient une odeur, c'est ce qu'on disait. Et puis, les mères d'Italiens étaient toutes des sorcières, plus ou moins. Bref, ça n'a pas tellement évolué. Le seul problème, c'est qu'on prend des migrants qui finissent par s'installer, et puis après, comme si on avait besoin de jeter notre haine ou nos regrets de ne pas réussir nos propres vies, de trouver des responsables. Donc, alors en ligne de fond, c'est les Juifs. Ça, rassurez-vous, eux, ils sont servis, mais à toutes les sauces. Et donc aujourd'hui, on a de nouveaux migrants, et on a toujours ce même problème de l'assimilation qui, pour moi, est vraiment en résonance entre les deux époques. Il y a la liberté de la presse et la liberté de tout dire aujourd'hui par les réseaux sociaux, qui me semble moi-même extrêmement compliquée. Il y a cette espèce de séparatisme ou de militantisme où on s'adoube les uns les autres, de communautarisme qui est en train de faire énormément de mal à notre société moderne, mais qui à l'époque effectivement était quand même très dangereux. Aujourd'hui, vous avez, je ne sais rien, un partisan de Macron, il peut discuter avec un partisan de Manuel Valls, ça pose pas de problème. À l'époque, c'était impossible. J'avais d'autres noms qui me venaient, mais donc ce livre, je le trouve terriblement, et hélas terriblement contemporain. C'est-à-dire, on voit que l'humanité a beau grandir, elle tire rarement les leçons de son passé, et peut-être que c'est aussi le rôle, mais c'est un petit rôle très modeste en ce qui me concerne, peut-être que notre rôle, à nous qui avons cette espèce de folie de vouloir écrire des livres, c'est peut-être à nous que ça revient, de devoir rappeler certaines évidences du passé que l'histoire officielle, encore une fois écrite par les vainqueurs, a cru bon d'étouffer. Alors, une dernière question avant de passer au vôtre de questions. Ce livre, il a une actualité, il en a plusieurs même. D'abord, comment les historiens officiels l'ont accueilli, le livre? Je crois qu'au départ plutôt mal, et par la suite plutôt moins mal. Et je crois savoir aussi que Stéphane Bern, donc il y a cette émission Secret d'Histoire qui passe à la télévision, s'intéresse à Zola et s'est intéressé à toi également. Oui, c'était la semaine dernière, donc une équipe parce que Stéphane Bern ne se déplace pas, lui il lance les sujets dans les lieux où il est, mais il le fait très bien. Moi j'aime beaucoup cette émission qui est pas abrutissante, c'est-à-dire elle ne prend pas le téléspectateur que pour un idiot, elle estime que le téléspectateur ne sait pas tout, et donc peut-être il y a une notion de service public, et je pense que c'est plutôt bien mis en place. Ceci posé, l'émission sera diffusée l'année prochaine. J'ai fait le premier jour 2h40 d'interview dans l'atelier Cézanne, et dans le pavillon Vendôme le lendemain, j'ai fait 3h40 ou 3h50 d'interview. Ma mère est ravie, il restera 24 secondes à la fin. Donc ça, c'est la règle du genre. Donc l'actualité, c'est ça, c'est le fait que les droits ont été vendus à Kaminka Productions, donc ça va faire un film ou
un téléfilm, donc tout ça a été bloqué par le Covid, bien évidemment. Le livre, avant même d'être paru chez Loïs d'Ormesson, a été racheté par le livre de poche, donc pour moi qui ai eu mes premières émotions en achetant des livres de poche, évidemment, quand je vais voir, j'ai plusieurs bouquins en poche, mais pas dans le livre de poche. Donc là, je pense que je vais avoir une petite larme à l'œil quand je vais me voir auprès d'auteurs si prestigieux. Et quant au fait que le bouquin a été plus ou moins bien accueilli, il faut savoir que les Oliens, comme ils se prénomment eux-mêmes, sont presque une secte. Non, ce sont des gens qui sont comme les gens de l'affaire Dreyfus. Parce que cette histoire que je vous ai racontée tout à l'heure avec les Japonais qui débarquaient en bas de la maison, j'ai eu le pourquoi de la chose. Quand le livre est sorti, j'ai fait à Paris sur une radio juive d'ailleurs. Fais-moi rebondir sur la radio juive parce que là, il m'est arrivé quelque chose qui m'a poussé à arrêter les réseaux sociaux. C'est très très simple. Jusque-là, j'avais, chaque fois que je mettais une information sur ma page Facebook, j'avais entre 300 et 500 personnes qui likaient, qui faisaient des commentaires, etc. J'étais ravi. Je vais sur RCJ, pas de problème, entre 300 et 500 likes. Et puis je vais sur Radio Juive de quelque chose, une radio plus modeste mais qui est à Paris, j'ai eu 34 likes. Et je trouve que ça en dit beaucoup quand même. C'est-à-dire que les gens ne veulent plus que leur nom apparaisse à côté du mot juif. On en est là aujourd'hui. À un moment donné, il y a quelque chose qui risque, à mon avis, de repasser de l'autre côté. Donc j'en étais à... Les Oliens. Les Oliens, voilà. Donc je fais cette interview sur RCJ avec un monsieur qui s'appelle Philippe Auriol et qui a ouvert le mois dernier, si ma mémoire est bonne, dans le château de Médan, qui est l'une des demeures d'Émile Zola. Il a ouvert un musée de l'affaire Dreyfus. Et là, il m'a passionné, on était tous les deux sur le plateau, et il disait qu'aujourd'hui, il y avait, je crois, si ma mémoire est bonne, 470 associations de par le monde qui, 7 jours sur 7 et presque 24 heures sur 24, travaillent encore sur l'affaire Dreyfus plus d'un siècle après. Ce qui, moi, me semblait fou. Et quand il a dit au micro que s'il devait donner le pays majoritaire dans ces 400 et quelques associations, c'était sans conteste le Japon. Donc les Japonais étaient au courant que Zola avait habité dans la rue Villars, là où j'habite aujourd'hui, avant même les Exos. Et je trouvais ça juste formidable. Donc les Oliens, comme tous les gens qui se focalisent sur un sujet précis, on ne peut que difficilement les prendre en défaut. Et moi, mon objectif, ça n'était pas de faire de la provocation. J'avais un livre à écrire. Après, il est bien pris, il est mal pris, c'est un autre problème. Et le livre était sorti depuis 2 mois et je vais à Hasbrook, un salon du livre improbable, et j'ai trouvé des gens absolument charmants. J'étais un peu dans Bienvenue chez les Ch'tis. Je me suis rendu compte qu'il y avait une part de vrai, mais les gens sont d'une gentillesse, je vous promets, c'est vraiment formidable. Je te rappelle que je suis né à Lille. Du coup, j'ai bien fait de mettre une précaution oratoire. Et je me retrouve avec la personne qui aurait pu être à ta place, c'est M. Pagès, qui est le pape de Zola, et donc qui évidemment me voit arriver comme un chien dans un jeu de quilles, parce que j'ai pas vraiment ni la tête ni le look d'un écrivain. C'est quoi ce chevelu à bandeau avec une boucle d'oreille? Qu'est-ce qui vient nous parler de Zola? Et donc on a 2 heures après notre arrivée, alors qu'il me regardait mais vraiment avec méfiance, pas du mépris mais de la méfiance, on se retrouve là à faire une table ronde et il a vu que j'avais un petit peu travaillé quand même. Donc j'ai acquis un peu de son estime. Et là où il m'a profondément touché, c'est que le lendemain matin, à 9h30 à peu près, j'arrive pour dédicacer mes bouquins. Et M. Pagès est venu me voir avec les yeux luisants. Il me dit: j'ai lu votre livre dans la nuit. Je vous fais toutes mes félicitations. Alors, venant du pape, autant vous dire que ça vaut une bénédiction. Le pape aurait dû être avec nous. Et malheureusement, à cause du Covid, il n'a pas pu être là. Mais on aurait pu, vous auriez pu avoir la chance d'avoir en plus de Jean-Paul Delfino, M. Pagès. Non, Alain Pagès est un grand spécialiste de Zola et il a écrit un grand nombre de livres. Si vous êtes des Zoliens confirmés, vous le connaissez. Si vous êtes en passe de rentrer dans la secte, c'est par lui qu'il faut commencer. Voilà, donc je pense qu'on a fait un tour d'horizon assez complet d'assassins. Il y a forcément toujours des trous dans la cuirasse et je suis sûr que vous avez des questions à poser à Jean-Paul. C'est à vous. Déjà, vous deviez nous dire pourquoi Alexandrine était décédée et n'était pas décédée et pourquoi Émile était décédé.
Alors là, c'est une question que m'a posée, ou plutôt c'est quelque chose à quoi fait allusion François tout à l'heure. Zola est en train de mourir, donc il peut plus parler, et donc il sait que tout le monde veut qu'il meure. Alors je parle des frères Goncourt, par exemple. Ce qui m'a valu, mais ça je peux pas le dire au micro, donc pour le prix Goncourt on pourra en parler, mais en privé. Il avait la jalousie absolue de tous les littérateurs, parce que quelqu'un qui vend beaucoup de livres est obligatoirement mal vu, a fortiori à l'époque. Puis en plus, toujours, il traînait derrière lui ses casseroles d'Italiens, ses casseroles de migrants, et donc c'était quand même compliqué. Et comme beaucoup d'entre nous ici, quand on habite à Paris et qu'on vient de Marseille ou d'Aix-en-Provence, on est le Marseillais de Paris, mais quand on revient chez soi, on est le Parisien d'Aix-en-Provence ou de Marseille. Donc ça, c'était très compliqué. Et donc mon Zola se demande qui peut vouloir sa mort. Un petit détail va vous faire comprendre, comme les ciseaux des couturières de tout à l'heure, les gens qui étaient anti-Dreyfusard avaient donné un nouveau nom à leur, ce qu'on appelait le sceau d'aisance. Il n'y avait pas, bien évidemment, les toilettes, il suffit de tirer la chasse aujourd'hui. À l'époque, on faisait ça dans un pot. Et dès que l'affaire Dreyfus a commencé, ceux qui étaient anti-Dreyfusard appelaient le sceau d'aisance le Zola. Mon petit chéri, si tu as tes besoins à faire, prends le Zola. Et donc on en était là. Donc il y a aussi toute cette frange qui voulait que Zola disparaisse. Mais quand on essaye d'être honnête, et là c'est plus le journaliste qui passe, j'étais obligé de me demander une question simple, c'est à qui profite le crime ? Et donc se poser bien évidemment la question et d'Alexandrine, sa femme légitime, et de... Oui. Pardon ? Jeanne Rosereau, merci. Il y a un Zolien dans la salle. Merci. Ah oui, ça c'est une petite parenthèse, c'est que ce roman, il y a plus de 2 ans que je l'ai terminé, j'en ai écrit 2 autres entre-temps. Donc si vous voulez, c'est... si François retenait toutes les informations qu'on lit... Les noms propres, passé 50 ans, c'est normal, on les oublie. C'est le début du gâtisme. Donc il vient de me traiter de vieux, j'ai quelques témoins. Et donc tout ça pour dire quoi ? Oui, obligé de se poser la question, c'est quel était l'intérêt d'Alexandrine à tuer Zola ? Quel est l'intérêt de Jeanne Rosereau à tuer Zola ? Et pire, c'est ce que je fais imaginer à mon Zola, et si l'une et l'autre s'étaient alliées ? Donc les raisons, on trouve toujours des raisons pour tuer quelqu'un. Hein. Vous prenez Alexandrine adorait l'argent, elle adorait posséder, c'est elle qui tenait les cordons de la bourse, quand ils ont fait tous les travaux à Médan, c'est elle qui tous les soirs réglait au centime près les ouvriers qui venaient travailler chez elle. Elle avait la manie de posséder, qu'elle a transmise d'ailleurs à Zola, parce que quand on regarde à quoi ressemblait l'appartement des Zola, c'est incroyable. Ça va du paravent japonais, en passant par les armures du Moyen-Âge, en continuant sur des boîtes à musique achetées chez des gitans de passage dans une foire quelconque à Paris. Il voulait posséder. Et donc, Alexandrine tuant Zola, ou en tout cas... c'est moi l'une des hypothèses qui me semble éventuellement crédible, en étant un peu trop bavarde peut-être et en donnant, parce que pour moi le lien, le nœud est là, c'est qui a informé Buronfos de la bonne cheminée qu'il fallait boucher. Donc il y a eu des fuites à ce moment-là. Donc bientôt Assassin 2, la suite, ou c'est Alexandrine qui a fait le coup. Donc Alexandrine avait des raisons. L'argent est une raison, et d'ailleurs, hélas, tous les faits divers le prouvent depuis la nuit des temps. Et quel était l'intérêt de Jeanne Rosereau ? L'intérêt, il est encore plus évident. C'est-à-dire que Zola, son grand Zola, lui a fait 2 magnifiques enfants, sauf que elle n'était pas mariée avec Zola. Donc ça n'était pas 2 enfants, c'était 2 bâtards. Et avoir des bâtards comme enfants, c'est quelque chose de dramatique. Être une fille mère, c'est quelque chose de dramatique. Donc, si Zola disparaissait, elle pouvait nourrir l'espoir que Alexandrine pourrait éventuellement laisser les enfants de son mari, même s'il avait été adultère, pour les laisser porter le nom de Zola. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Et donc, si vous voulez, plus je faisais de recherches, plus même là-dessus, sur les 2 personnes les plus proches d'Émile Zola, tout le monde presque avait intérêt à ce qu'ils disparaissent. Et c'est ça qui est terrifiant.
Quand on est la pire des crapules, qu'on se dise tout le monde a intérêt à ce que je meure, on peut même légitimement en tirer une certaine fierté, une certaine gloriole ou de l'orgueil. Mais quand on est l'écrivain le plus aimé, le plus vendu du monde, s'imaginer que tout le monde va s'arranger sur sa mort en la maquillant à un accident domestique, moi c'est quelque chose qui m'a abasourdi et même 2-3 ans après, ça continue non pas à me hanter, mais à m'étonner. On est vraiment peu de choses, c'est le cas de le dire. D'autres questions? Vous levez la main et puis on vous amène le micro. Je crois que ça va Okay. aller. Comme vous disiez tout à l'heure que Zemmour était un enfant de cœur, est-ce que vous voulez dire que vous pensez qu'on vit une période qui est moins violente? Je me garderai bien de dire ça. Disons qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on fait ça à fleur et moucheté. On s'est nord-américanisé à une vitesse terrifiante. C'est pour moi, les USA, c'est... Boire est interdit, mais si vous avez une bouteille de whisky dans une pochette en papier craft, vous pouvez vous prendre la plus grosse cuite du monde. Donc aujourd'hui, c'est à fleur et moucheté, mais on a une caisse de résonance qui n'existait pas à l'époque, que sont les réseaux sociaux. Et donc, je pense que la haine de l'autre, la haine du migrant, la haine du juif continue à faire le terreau de l'extrême droite, bien entendu. Mais comparé au niveau de langage, c'est de ça dont je parlais tout à l'heure, le niveau de langage est quand même beaucoup plus bas. C'est beaucoup plus pernicieux aujourd'hui, c'est beaucoup plus dangereux, c'est beaucoup plus vicieux. Et si on continue, là on a des masques sur la bouche qui ne nous empêchent pas de parler, mais j'ai l'impression qu'on a de la cire dans les oreilles et qu'on ne veut rien entendre. Mais un jour, il faudra bien se réveiller, et il faudra bien qu'on se rende compte qu'il y a quand même des vérités qui doivent être dites, et que c'est pas parce qu'on met une bouteille de whisky dans une pochette de papier craft que ça ne reste pas du whisky. Et j'adore le whisky, c'est pas le problème. Mais au bout d'un moment, il faut appeler un chat un chat. D'autres questions? Pour acheter un bouquin, moi je peux bien en acheter un. Ah ben pour les acheter, d'abord vous pouvez les acheter en librairie s'il n'y en a plus, mais vous en avez une petite pile ici. Il n'y en a malheureusement pas énormément parce qu'il y a eu des petits problèmes de librairie, mais ils sont là et vous pourrez venir à la fin de cette conférence vous faire dédicacer un ouvrage et l'acheter. Avec un chéquier ou la pointe, parce que pour ne rien vous cacher, le libraire dont je tairai le nom nous a fait faux bon pour des raisons qui lui appartiennent, et on m'a demandé d'amener les quelques exemplaires auteurs que j'avais. Donc ce sont des collectors. Il y a encore le bandeau, alors que sur les retirages, le bandeau est imprimé à même la couverture. Donc ça prouve bien que ce sont des exemplaires personnels. Ils seront un petit peu plus chers, du coup. Non, Il s'est passé des choses étranges dans cet appartement. On peut savoir... Vous me jurez que vous n'allez pas me mettre au sommet d'un bûcher et, Non, je peux vous le raconter avec la même naïveté et la même sensation de... Je n'ai rien à vendre, encore une fois. C'est un livre qui coûte environ 20 €. Il y a à peu près 1 euro qui va dans la poche de l'auteur. Donc si vous voulez que je vende ces 7-8 livres ou que je ne les vende pas, pour moi, on est payé 1 an et demi après en plus. Donc vous voyez, je n'ai rien à vendre. Donc ce que je vais vous dire, c'est juste le témoignage le plus objectif possible de ce que j'ai vécu avec un témoin qui pourrait être là. Enfin, c'est mon épouse qui est très malade, mais elle a assisté à ça. Combien? Peut-être 4-5 jours après le moment où je me suis mis à écrire, parce que je fais partie des très très vieux, là je suis pour le compte vraiment un vieillard, j'écris tous mes livres à la main, c'est-à-dire le matin j'écris avec un stylo sur un cahier blanc, et l'après-midi je tape à l'ordinateur ce que j'ai écrit le matin. Le lendemain matin, je fais un tirage papier de la veille, je corrige à même les épreuves et je continue sur mon cahier à écrire à la main. Et l'après-midi, je fais les corrections sur le tirage papier, je tape ce que j'ai écrit à la main, etc. etc. Bref, quelques jours après m'être mis à écrire à la main Assassin, un soir, je sais pas, il devait être 11h, 11h30, on se met au lit, et sur le coup de 2-3 heures du matin, j'entends des bruits sourds dans la maison. Ça fait 43 ans que j'habite là. Bon, je suis parti après au Brésil, je suis parti dans pas mal d'endroits, mais c'est mon port d'attache, Aix-en-Provence. Et c'était un bruit que je n'avais jamais entendu, donc je réfléchis mentalement. En dessous, je vous rappelle, il est 2-3 heures du matin. En dessous, rez-de-chaussée, premier étage, ce sont les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie.
Donc à moins de faire une rêve partie à 3 heures du matin, il y avait peu de chance. Et mon immeuble fait un angle, comme dans la série télévisée Friends, encore un truc de vieux. Donc si vous voulez, les seuls voisins que j'ai en direct, à part ceux qui sont en dessous, c'est ceux qui sont sur la face côté est. Et c'est plus qu'un mur-mètre parce que ça nous sépare d'un temple protestant. Donc à 3 heures du matin, je ne pense pas non plus qu'il y avait distribution de bédo dans le temple. C'est quelque chose que je préfère écarter. Donc je me suis dit, c'est pas grave, ça peut être une canalisation. Enfin, on imagine tout et n'importe quoi. Il m'a fallu à peu près 8 mois pour écrire Assassin. Et pendant 8 mois, toujours entre 2-3 heures du matin, ces bruits-là sont revenus, à tel point qu'un jour j'ai levé ma femme, je lui ai dit, elle me prenait pour un débile, mais à la fin c'est elle qui me prenait par la main pour me dire, viens voir, j'ai encore entendu un truc. Et 3-4 jours après avoir mis le mot fin sur mon manuscrit, il n'y a plus de bruit du tout. Alors, ceux qui sont cartésiens, j'entends vos arguments, donc c'est pas que vous pouvez les garder pour vous, pas du tout, je ne me permettrai pas. Mais je sais que ma position est indéfendable. Ceux qui croient aux rivières souterraines et ceux qui sont un peu brésiliens dans l'âme, ils savent que peut-être on utilise 10% de notre cerveau, donc il y a 90% qui doivent bien pouvoir servir à quelque chose. Pour ma part, je n'en sais rien, je ne fais pas de prosélytisme, je ne veux convertir personne, mais j'ai vécu ça pendant quelques mois et je vous promets, c'était absolument pas menaçant, c'était même plutôt doux, en tout cas c'est comme ça que j'ai voulu le vivre, sinon j'aurais passé 8 mois d'insomnie totale, et en tout cas je dirais pas que c'est Zola qui a écrit mon livre, enfin, j'ai quand même tenu le stylo, faut pas... Oui. Non, mais je pense que peut-être que la frontière entre le passé, le présent, les époques, le vivant et le mort, tout ça, c'est peut-être plus poreux que ce qu'on le dit. Mais encore une fois, je ne suis pas un scientifique de haut vol, je suis juste un être humain qui m'interroge sur la réalité concrète de la vie qui nous entoure. Je n'ai pas de réponse à vous donner. En revanche, j'ai des témoignages. Je pourrais vous parler du Brésil pendant des heures, ce que j'ai vécu dans les cérémonies Macumba, c'est Candomblé, Kimbanda, Umbanda, etc., magie noire, magie blanche. Ça fait 2 ans que je suis interdit de séjour au Brésil parce qu'évidemment j'ai ouvert ma gueule quand Bolsonaro a pris le pouvoir comme un dictateur qu'il est, et ça personne ne pourra me l'enlever. Et donc pendant 32 ans, donc, j'ai fait 2 à 3 voyages par an au Brésil, ça commence à faire un certain nombre de voyages. Je parle brésilien couramment, mes livres sont traduits au Brésil, je fais des rencontres ou des conférences en brésilien. Et j'ai vécu les 2 faces du Brésil. Nous, on l'a beaucoup oublié, parce qu'on a quand même mis René Descartes au monde, donc ça, c'est quelque chose qui met un grand coup de hache. Mais au Brésil, on n'est pas aussi sectaire, c'est-à-dire il y a l'explicable expliqué par les cartésiens, et il y a autre chose. Donc ces coups dans les murs, dans les fondations, je suis incapable de vous dire ce que c'est. Tout ce que je peux témoigner, c'est du fait que 1 semaine après avoir commencé à écrire, jusqu'à 1 semaine après avoir achevé l'écriture de ce manuscrit, il s'est passé ça. D'autres questions moins métaphysiques, Monsieur Palvini? Pardon de revenir sur quelque chose de plus... Ah, trop tard. Bon, c'est pas grave, je l'ai déjà eu. Donc, après cette année et demie d'investigation, et vous attaquez la rédaction, vous avez donc l'intime conviction qu'il a été assassiné. On a parlé de faisceaux, faisceaux de preuves, des faisceaux... Je m'excuse, je ne l'ai pas encore lu l'ouvrage, de faisceaux de preuves, etc. Finalement, il y avait beaucoup de gens qui lui en voulaient, mais il y a bien un passage à l'acte, ça veut dire qu'il y a une organisation, bon, je suppose qu'on va le découvrir en lisant votre livre, mais c'est quoi qui vous a fait basculer entre eux? Il y a beaucoup de gens qui l'aimaient pas, ou qui avaient des raisons de bien vouloir, mais quel est pour vous l'élément qui a fait passer à l'acte? Parce que Zola, il n'est pas mort si jeune que ça, et non plus, on aurait pu le laisser vivre sa vie de star de l'écriture de son côté, et puis essayer de le dénigrer par d'autres moyens. Quel est l'élément déclenchant qui a fait dire, nous, on ne veut plus le voir sur ce voie? Alors, d'abord, il faut rendre à César ce qui appartient à César. On est en 1953. J'ai retrouvé le nom du journaliste. Il s'appelait Jean Bedel.
Donc moi, c'est sur la foi de ce que Jean Bedel a écrit que moi, je suis passé à l'acte dans l'écriture de mon roman. Maintenant, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, on ait voulu éliminer Zola? Là, je reste partagé. La volonté y était, c'est une certitude. Pour le passage à l'acte, je serais prêt à parier, mais là, ça n'engage que moi, et donc je ne me prétends pas détenir, bien évidemment, la vérité sur un sujet aussi épineux. Je pense que il a suffi de gens comme Gali, il a suffi de gens comme Daudet. Alors Daudet, pour moi, ça a été une catastrophe. Daudet, moi j'ai été éduqué, enfin, je veux dire, tous les 24 décembre, ma mère nous mettait un vinyle. Il n'y a pas des gens trop jeunes, donc je n'ai pas expliqué ce qu'est un vinyle. Et il y avait la voix de Fernandel qui nous lisait les contes de Noël de Daudet. Donc quand j'ai lu que c'est Daudet père qui a payé l'édition, les premières éditions de 1200 pages de la France juive de Drummond, mais j'étais révolté. Et quand Daudet père a fait un rejeton, quand j'ai appris que son rejeton avait été le bras droit de Drummond, et c'était un antisémite, et en plus il avait un talent d'écriture, je ne devrais pas le dire, mais c'était un mec qui savait... En général, l'extrême droite, ils écrivaient très bien. Ouais, malheureusement. De Rio-La Rochelle et tout le reste. Mais Léon Daudet, oui. Oui, Léon, le fils. Oui. Oui, le fils, c'est Léon. Donc le fils Léon Daudet. Donc pour moi, ce sont ces gens-là. C'est GYP, GYP, qui est une espèce de spécialisé à l'époque, de fausse comtesse spécialisée à l'époque dans l'écriture de livres pour les jeunes filles, sages ou pas sages, mais qui était d'un antisémitisme absolu. Tous ces gens-là avaient du pouvoir, et je pense qu'ils ont tous conspiré à faire en sorte qu'à un moment donné, un bas du front comme Buron-Fosse ait pris pour argent comptant ce qu'il a pu entendre dans les locaux de la Libre Parole, qui était le journal, l'organe interne et même externe le plus virulent contre les Juifs. Et il me semble que c'est Buron-Fosse qui, avec l'aide, et ça je vous laisserai jeter un œil dans le bouquin éventuellement, qui, avec l'aide de personnes faisant partie de la maison Zola, a pu savoir quelle était la bonne cheminée. Et donc, si vous voulez, pour moi, c'est une plaisanterie, parce que on se dit Zola est mort, bon, d'accord, il a été assassiné, mais pourquoi? Mais il y a eu 3 tentatives d'assassinat avant. Et la police n'a jamais fait d'investigation. Il y a eu deux tentatives d'assassinat par bombe artisanale. Ça, on les a trouvées sous une porte cochère, et l'autre, elle a pété au pied de celui qui voulait la poser. Mais on a eu, alors que Zola était en Italie pour une tournée triomphale, on a eu une tentative de cheminée bouchée chez les Zola. Et donc, l'une des expressions les plus classiques dans cette France antisémite de l'époque, c'est « il faut fumer le cochon ». Donc, si vous voulez, c'est au bout d'un moment, je pense qu'il en faut pour pas grand-chose. Alors, je vais certainement pas me permettre de commenter cette nouvelle terrifiante qu'on a eue hier de cet enseignant. Ils sont tous profs dans ma famille, donc je suis vraiment touché, qui a été décapité, etc., par un gamin de 18 ans. C'est pas un acte anodin, loin de là, mais la symbolique elle-même est extrêmement forte, et sans doute, et je l'espère pour lui, il n'y a que ça pour le défendre, c'est un bas du front, ce garçon. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qui arme le bras de ces gens-là. Donc on peut dire combien de fois, oh, je le tuerais si je pouvais. Mais il suffit que ça tombe dans une oreille où il y a 4 neurones à la place de quelques milliards ou quelques millions, ça suffit pour déclencher un passage à l'acte. Donc ça n'est absolument pas une preuve que je peux vous apporter, mais après 1 an et demi de réflexion, c'est pour moi la solution qui me semble la plus logique. Bon, puis si c'était un accident, tu aurais fait un moins bon livre aussi. Non, Zola ne m'aurait pas aidé. D'autres questions? Ici, oui. Madame. Ah, excusez-moi. Oui, vous aviez dit tout à l'heure que vous parleriez justement de Zola et du capitaine Dreyfus. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots? Alors, il y a un film formidable qui a été fait par Polanski. J'ai un vrai problème avec les noms et les prénoms, je suis désolé. Le matin, d'ailleurs, j'ai une gourmette, je ne la montre pas, mais il y a mon prénom dessus, je suis obligé de la lire pour savoir comment je m'appelle. Plus sérieusement, il y a pléthore de livres, de films sur l'affaire Dreyfus. Donc moi, je me suis borné dans mon roman, plutôt que de marcher sur les brisées des autres, de retrouver la seule rencontre qui a mis en place et le capitaine Dreyfus et Zola. C'est-à-dire Zola, jusqu'à présent, a tout donné pour défendre le capitaine Dreyfus. Il a donné sa notoriété, il a donné son argent, il a donné, parce que les frais de justice sont extrêmement élevés. Il a vécu dans la peur, il y a eu plusieurs tentatives d'assassinat sur lui.
On l'oublie encore, mais dans notre bonne ville de Marseille, notre bonne ville d'Aix-en-Provence, il y a eu des autodafés à l'époque. C'est-à-dire on a brûlé les œuvres de Zola sur la place publique. Donc Zola a tout perdu. Et il a tout, absolument tout, fait ce qui était dans son pouvoir pour défendre l'honneur d'un homme qui lui semblait innocent et que l'histoire jugera comme étant innocent finalement. Et donc là, je dois avouer que je fais œuvre de littérateur et non pas de journaliste. Je sais qui était à ce repas chez les Zola. Il y avait Émile et Alexandrine Zola, il y avait le capitaine Dreyfus et son épouse, et il y avait Clémenceau. Donc, je me suis amusé, ça dure 3-4 pages, je ne sais plus, à imaginer Zola attendant l'arrivée du capitaine Dreyfus. Et donc, quelqu'un qui a tout perdu et qui n'a jamais vu, et à l'époque, il n'y a pas la télévision, il n'y a pas les réseaux sociaux, il y a la photo, elle est encore assez balbutiement. Et donc, je me suis dit, Zola a dû imaginer quand même ce moment 1000 fois, parce qu'il a quand même été, il a vécu plus d'1 an d'exil en Angleterre. Et donc, je pense qu'il s'est imaginé un Dreyfus trop beau et avec les épaules pas suffisamment larges pour le costume qu'il lui a construit. Donc je pense qu'il s'imaginait, parce que je suis allé en Guyane, et si les auteurs ne gagnent pas beaucoup d'argent, en revanche on a un carnet d'adresses qui est quand même très très épais, et alors que c'est interdit, je me suis fait conduire par le responsable sur l'île du Diable. Donc j'ai pu voir où Dreyfus avait été enchaîné, où il avait failli devenir fou. D'ailleurs, tous les matins, Dreyfus, paraît-il, c'est ce qui se disait, la première des choses qu'il faisait, quand il avait le droit de voir la mer, parce que longtemps il n'a pas eu le droit de voir l'océan, il parlait aux requins. C'était sa première occupation de la journée. Mais il y avait un copain pas loin de là qui, lui, avait quelque chose que j'ai mis, je crois que je l'ai mis, ou je sais pas. C'est quelque chose la folie est quelque chose de passionnant. Et en fait, cet autre détenu, pas sur l'île du Diable, mais sur l'île d'à côté, tous les matins se levait et mettait des cailloux dans ses poches, et puis il passait la journée à jeter des pierres dans la mer jusqu'au jour où un gardien est venu le voir en lui disant « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Et il a juste répondu « À force de jeter des cailloux, peut-être que je vais arriver à faire un pont et à m'échapper. » Voilà. Donc, pour moi, mon Zola qui attend Dreyfus, il l'attend comme un véritable héros. Je disais tout à l'heure, avec le teint allé, avec peut-être des tatouages, il allait raconter des histoires de détenus, il allait, enfin, tout ce qui fait, passez-moi l'expression, bander l'imagination d'un littérateur. Et en fait, qu'est-ce qu'il a trouvé face à lui? Il a trouvé le marchand de crayons dont je parlais tout à l'heure, quelqu'un qui a déclaré, et ça c'est pas moi qui l'invente, si ça avait pu sauver l'honneur de l'armée française, je me serais dénoncé moi-même, bien qu'étant totalement innocent. Donc, imaginez-vous la déception de Zola, qui a failli tout perdre là-dedans, et qui se retrouve avec un héros qui est tout sauf un héros. C'est juste quelqu'un qui n'avait pas, encore une fois, les épaules pour le costume. Et donc, j'ai trouvé tous les détails possibles et imaginables, même sur le menu qui a été servi à ce moment-là. Et les 4-5 dernières lignes, ou un peu plus peut-être, je fais part sans doute de la déception terrible qui a dû être celle de Zola quand les époux Dreyfus ont quitté la maison. D'autres questions? Vous avez parlé tout à l'heure des passerelles qui existaient, les passerelles invisibles entre le passé, le futur et le présent. Et là, j'aurais une question qui s'adresse à tous les deux, parce que vous êtes journalistes tous les deux. Si vous aviez vécu à cette époque-là, quel papier auriez-vous écrit sur l'affaire Dreyfus, par exemple, ou sur le procès de Zola ou... Alors, comme François est toujours en activité, je vais le laisser répondre en premier, ça me permet de réfléchir un peu. Dur. C'est une question à laquelle il est impossible de répondre. C'est un peu comme les questions, c'est ce que vous auriez fait pendant la guerre. Mais bon, il se trouve que je connais très bien, parce que comme Jean-Paul, je passe beaucoup de temps dans les archives et dans les vieux journaux qui font de la poussière et qui vous irritent le nez. J'en ai des piles comme ça à la maison. C'était un autre métier à l'époque. Journaliste, ça n'avait rien à voir avec le métier de journaliste d'aujourd'hui. L'écriture était beaucoup plus élégante. On parlait de la capacité des écrivains d'extrême droite à écrire un français assez... Ouais, de très haute qualité. Je pense à Gaxot aussi, qui était une crapule et un styliste incroyable. Donc, ah oui, ou Céline, ou bien sûr, mais ça c'est plus tard, oui. Mais bref, donc tout ça pour dire, le métier de journaliste c'était très différent. D'abord, la presse était de la presse d'opinion, essentiellement. L'idée de presse d'information existait de très modérément.
Vous travailliez pour un journal qui était catholique, qui était royaliste, qui était républicain, qui était socialiste, l'Humanité de Jaurès ou autre. Et donc, finalement, le journaliste était plutôt là pour défendre sa paroisse et donc défendre la ligne éditoriale du journal plutôt que pour faire de l'information brute. Les informations brutes, il y avait déjà l'AFP existait, ça s'appelait l'agence Havas. Il y avait déjà l'agence Reuters. Donc, vous aviez des petites brèves comme ça d'informations, mais voilà, on cherche. Il faut se rendre compte aussi à l'époque de l'importance des journaux, des tirages phénoménaux des journaux de l'époque, et aussi de tirages phénoménaux et de la foison de journaux locaux à Marseille. Dans ces époques-là, vous aviez, ça a culminé dans les années 30, il y avait une quarantaine de titres qui étaient publiés quotidiennement dans une ville comme Marseille. Donc c'est totalement différent. Donc je ne peux pas, moi, le journaliste que je suis, j'ai travaillé 20 ans justement à l'agence Reuters, donc je suis ce qu'on appelle un agencier, quelqu'un qui les fait, rien que les faits, qui vérifie toutes ses sources, enfin qui a une certaine déontologie, ça se perd malheureusement, mais c'est comme ça. Je pense que les journalistes de 1902 ne faisaient pas le même métier que moi. Si je regarde mon histoire personnelle et mon histoire, mes tendances politique, j'aurais peut-être été proche de Jaurès, j'aurais travaillé rue du Croissant où il a été assassiné, où se trouvait le siège de l'Humanité, et j'aurais été plutôt à fond derrière Zola. D'ailleurs Zola, Zola il est mort pas très loin. Oui, c'est pas très loin, très loin non, c'est là où il est né. Il me semble qu'il est né tout près de la rue du Croissant. Oui, rue des Jeuneurs. Il est né dans le quartier des Journaux. Oui, rue des Jeuneurs, qui est la rue qui est juste à côté de la rue du Croissant. Donc je pense que oui, on va fantasmer. J'aurais travaillé à l'UMA sous les ordres de Jaurès et j'aurais été à 2 pas de la maison natale de Zola et je l'aurais soutenu autant que j'aurais pu, avec un talent de plume indéniable. Mais personne n'en doute. Quant à moi qui ai eu le temps de réfléchir, je n'ai toujours pas trouvé de réponse intelligente, mais je pense que je me serais lancé sur du journalisme au long cours, si j'ose dire. C'est-à-dire, il existait une revue qui était formidable et qui existe toujours aujourd'hui, mais ils ont eu des problèmes il n'y a pas très longtemps. C'est aide-moi. 21. Non, ça existait depuis le 19e, la revue des Deux Mondes. Voilà, donc en fait, quand on rendait un article dans la revue des Deux Mondes, c'était presque l'équivalent d'un petit roman. Et je pense que moi, ce que j'aurais fait, je me serais débrouillé, parce que quand on est un peu marseillais, brésilien, on peut se débrouiller partout. Je me serais débrouillé pour monter sur un bateau, le même qui a emmené Dreyfus jusque sur l'île du Diable. Et là, je me serais débrouillé pour éventuellement faire du journalisme d'investigation, c'est-à-dire me faire embaucher en tant que maton, mais ça, j'aurais eu beaucoup de problèmes. Mais j'aurais fait copain avec les édiles de là-bas et je me serais débrouillé pour avoir un rendez-vous avec Dreyfus. Tu aurais été Albert Londres, quoi, en un mot. Voilà, ouais, mais ouais, moi j'ai pas bien commencé, donc finalement on va s'en sortir, mais en plus je viens de finir la relecture des œuvres de Londres qui est absolument formidable. Et justement, c'est intéressant, pour finir sur cette question, quand on lit Albert Londres, on voit la différence totale du journalisme de l'époque. Londres se met toujours en scène, il écrit toujours la première personne, il vous raconte il fait la télé, quoi. Il fait le son, les odeurs, il y a énormément de descriptions, c'est très vivant, et il se met in situ. Enfin, c'est pas du tout le journalisme d'aujourd'hui. Avec enfin, moi, je vais pas vous faire un cours de journalisme. Non, mais il parle avec autant de facilité et de jouissance, je dirais, du Tour de France que de la traite des Blanches en Amérique latine. Ça devrait être un modèle dans toutes les écoles de journalisme. On n'écrit plus comme ça, je suis d'accord. On n'a plus le temps d'écrire comme ça. On n'a plus les moyens d'aller à l'autre bout du monde, de partir 6 mois pour faire un reportage. Mais si le journalisme, la noblesse du journalisme devait exister, pour moi, plus que dans les scandales qu'on peut sortir de temps en temps, c'est vraiment la capacité de mettre un œil sur le monde différent de ce qu'on nous propose dans les journaux de 20 heures ou Cyril Hanouna, quoi. Et est-ce qu'on peut dire que le journalisme de faits divers qui existe maintenant est apparu à cette époque-là, à l'époque de l'affaire Dreyfus ? Il est apparu beaucoup plus tôt. Oui, le journalisme de faits divers, il a toujours existé. Quand il y avait des petites feuilles, là je vous fais des cours d'histoire du journalisme, mais il y avait des petites feuilles qu'on vendait sur les ponts de Paris, qui étaient des feuilles recto verso sur lesquelles on mettait un timbre.
Pour ça qu'en italien, on dit la stampa, c'est le nom d'un journal, parce qu'on mettait un timbre dessus. Donc les gens payaient une patente pour pouvoir publier des... Et sur ces doubles feuilles, c'était les meurtres, les enlèvements d'enfants, tous les trucs horribles. Donc le fait divers est pratiquement à la base du journalisme. Le journalisme est né du fait divers. Les deux se sont nourris l'un l'autre. Donc à toute époque, le fait divers a nourri parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. C'est un secteur industriel et commercial. Il faut vendre. Moi, dans mon métier, on dit vendre du papier. On est là pour vendre du papier. Aujourd'hui, on vend plus du papier, on vend des clics. Mais c'est pareil, on vend du clic. Et donc, pour faire du clic, eh ben, le fait divers est un domaine qui passionne les gens. On l'a vu ces derniers jours. Je ne parle même pas des attentats islamistes, mais à chaque fois que vous avez une jeune femme assassinée, ça fait la une des journaux, même si le lendemain il y a un couvre-feu. Donc voilà, le fait divers et le journalisme sont totalement liés l'un à l'autre. Et pour répondre à la question en la liant à Zola, je pense que Zola, bien évidemment chronologiquement après Voltaire, a signé l'acte de naissance du journalisme engagé. Ça, pour moi, c'est aussi ce qui m'a fait aimer Zola dès le début, mais en plus engagé pour la bonne cause. Les autres voulaient découper les paupières, lui non, il voulait juste défendre l'honneur d'un homme envers et contre tout. Merci. C'est bon, nous avons fait le tour de la question. Eh bien, merci d'être venu. Merci infiniment à toutes et à tous. Merci d'être venus jusqu'ici.